Sur cette question de la nature en ville, entre guillemets, et des délaissés qu'il faut redéfinir à la lumière du tiers paysage, à mon avis, de ce que je trouve, enfin, c'est ma façon de regarder le délaissé. Il ne s'agit pas simplement d'un territoire sur lequel on prend la décision de ne rien faire. Et la raison pour laquelle on prendrait la décision de ne rien faire, elle existe quand même vraiment. Il s'agit de lieux, en règle générale, qui sont des territoires d'accueil à une diversité qui, elle, est chassée de partout ailleurs. Donc on peut estimer qu'il y a là comme une sorte de trésor, quelque chose qui a une valeur telle qu'on a envie de le cartographier dans la planification de la ville et son évolution, comme quelque chose qui a autant d'intérêt qu'un musée, un conservatoire, un jardin, un lieu même dynamique, puisque c'est un lieu libre dans le mécanisme de l'évolution. Ce qui fait le tissu lâche de la ville et qui rend la ville extrêmement étendue et extrêmement coûteuse à vivre, c'est pas forcément la présence des délaissés, c'est la façon dont on a disposé les bâtiments les uns par rapport aux autres, en leur donnant des échelles qui sont différentes, avec des usages qui sont différents, sans une coordination urbanistique qui est cohérente. Et ça s'est beaucoup vu dans un mode de planification quand même, qui existait quand même dans les villes nouvelles à une certaine époque, fabriquer effectivement un tissu distendu. Il est vrai que dans ces tissus-là, il y a un nombre de délaissés qui est peut-être un petit peu plus important que dans la fabrication organique et traditionnelle de la ville, mais il y en a toujours, y compris dans la ville dense. Et ce n'est pas parce que la ville est dense qu'elle n'accueillerait pas la nature. Ça, c'est une idée bizarre. Là, sur du béton, il y a des mousses qui poussent. De toute façon, des fougères qui vont s'incruster, des insectes et des lichens, qui sont des bioindicateurs. Il y a à toutes les échelles quelque chose qui vit. Ce qui est dangereux pour que la ville soit dense ou qu'elle ne le soit pas, c'est la façon de ne pas vouloir l'accueillir, cette vie, et de lutter contre au point de mettre des pesticides, des insecticides, et d'arriver avec des outils qui tuent, simplement parce qu'on estime qu'il faut, par exemple, faire propre. Ça, c'est une idée dangereuse. Mais ça n'a rien à voir avec la densité ou la non-densité de la ville. C'est-à-dire qu'il y a des délaissements qui sont véritablement des accidents. Il y en a qui sont des déprises. C'est pas tout à fait la même chose parce que c'est une histoire, par exemple la déprise agricole, qui est une histoire de l'économie de toute notre société, où on voit des espaces qui étaient investis et qui tout subitement ne le sont plus parce qu'on a décidé que c'était pas rentable, parce qu'on a inventé une autre économie gestionnaire. Résultat, ça devient une friche, très dévalorisée, le terme friche, mais en même temps un lieu de très haut intérêt d'un point de vue de la dynamique des espèces animales, végétales. Et plus tard, ça devient éventuellement une forêt parce que cette friche évolue vers le climax forestier. Donc de toute façon, c'est tout le contraire d'une ruine, un délaissé qui aurait cette origine qui est celle de la déprise. C'est plutôt quelque chose qui se construit et qui s'enrichit. Il y a des délaissés qui sont historiques. Il y a des endroits où on n'est jamais allé on n'a jamais pu aller. Voilà la mouche. Et on n'a jamais pu y aller parce que c'était inaccessible. L'île d'Herborance, qui est le nom que je donne à ce socle, qui est typiquement un délaissé voulu, c'est un symbole, au milieu du parc Matisse à Lille, ça vient d'une forêt en Suisse, dans le Valais, qui a été considérée comme une forêt primaire et inatteignable. Et c'est pour ça que les primaires en Europe, il n'y en a plus, c'est extrêmement rare, avec un espèce de plateau comme ça, enfin bref, des parois rocheuses, ça suffit la mouche quand même, hein. Pas exagéré. Le tiers paysage, bon, ces espaces qui sont des espaces soi-disant où l'homme n'intervient pas, mais c'est un espace de liberté pour lui comme pour les animaux et les plantes. C'est pas parce qu'on n'y ferait pas quelque chose qu'on ne pourrait pas s'y installer comme quelqu'un qui est un passager de la terre et non pas quelqu'un qui l'oblitère, cette terre, c'est-à-dire qui veut laisser une trace absolument, une construction, un aménagement. Mais c'est quoi cette prétention absolue? C'est pas obligé. On peut très bien se contenter de quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut revenir à la cueillette, à la chasse, etc. Mais on peut se contenter d'utiliser cet espace autrement qu'en le traumatisant par un aménagement. Partons du principe que si véritablement, c'est ce que je dis dans le manifeste,
Nous dépendons de la diversité, il faut savoir ce qu'elle est, il faut pouvoir nommer et il faut protéger. Mais la protection, elle ne peut pas se suffire de quelque chose qui serait un texte de loi ou une barrière. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut passer que par la compréhension de la nécessité que l'on a à protéger. Donc ça passe par une pédagogie. Et c'est à la communauté de l'agglomération des Lacs de l'Essonne que la proposition que je faisais d'une école de reconnaissance de la diversité a été saisie et elle est en place, ça y est. Ça fait longtemps que je propose ça à la ville de Grenoble, à différentes villes. Pourquoi ? Parce que depuis quelques années, les directions d'espaces verts dans les villes ont décidé d'abandonner tout ce qui traumatise cette nature, justement. Bon, les pesticides, les herbicides, toutes les choses en cide. Bon, alors on voit apparaître tout à coup, entre deux pavés, un tout petit délaissé, entre deux pavés, mais un délaissé fort intéressant, quelque chose qui n'était pas habituel. Et les gens disent, mais c'est pas bien, c'est pas propre, c'est sale, ça fait je sais pas quoi. Puis on leur explique. Ils disent, ah oui, bon, c'est fini. Ils ont compris, c'est terminé. Comment rendre ces gens intelligents, je veux dire, par l'intelligibilité qu'ils auraient de leur propre espace, ça ne peut passer que par une pédagogie. Et sinon, ils sont dans l'obscurité. Ce qui n'a pas de nom n'existe pas. On peut bien détruire tout ça. Et puis ça ne fait pas propre, etc. J'en arrive à la conclusion que toute notre histoire des jardins qui se traduit par des formes tout à fait déterminées, qui chacune exprime une idée précise de son temps, visant toujours à parler du paradis, du meilleur, de quelque chose qui est tenu dans l'enclos, que l'on protège. Mais ce meilleur prend des formes stylistiquement qui sont différentes, parce que l'idée du meilleur change au fil du temps. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est en péril que l'on veut protéger. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quelque chose nous échappe, et c'est pour ça que je dis encore une fois que l'écologie est un avènement et un bouleversement. On dit, ah bon, il y a une finitude écologique, ah, comment on fait ? Et tout à coup, ça nous responsabilise sur un rôle de responsable de la vie qu'on n'avait pas prévu. Le jardinier d'aujourd'hui, il n'est plus celui seulement qui doit faire l'architecture de l'espace, qui est un bon scénographe et un artiste. Il n'est plus seulement celui qui produit bien correctement, il est aussi celui qui protège, mais il n'avait pas prévu ça. C'est nouveau. Donc maintenant, la forme du jardin, elle a presque plus d'importance. Bien sûr qu'elle a toujours de l'importance parce qu'il y a toujours la dimension plastique de l'espace dans lequel on se trouve, qu'on a besoin des lumières, de la répartition des ombres, des perspectives et ainsi de suite. Mais enfin, ce n'est plus ça qu'on va magnifier, ce n'est plus ça qu'on va traiter de façon essentielle. On va dire, mais comment on fait pour protéger la vie ? Et bien ça, c'est pas du tout au point. Et ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas s'en tenir à la circonscription de ce qui nous est donné par nos commanditaires. D'ailleurs, il y a une tendance assez générale des paysagistes à sortir des limites. Mais ça, c'est tout à fait naturel et logique. Et c'est devenu d'autant plus normal que justement la vie, elle passe ses limites. L'oiseau, le vent, les insectes, ils ne s'en tiennent pas au cadastre, évidemment pas. Donc, l'héritage historique de la pensée sur le jardin, il est chamboulé, il a quelque chose. On s'en sert, on continue, pour les raisons qui sont celles de notre besoin à nous de nous trouver dans un espace qui est équilibré, harmonieux à notre jugement. Mais ça n'est plus tout ça qu'on met en avant. En tout cas, je pense que majoritairement, ça n'est plus ça, parce qu'il y a encore forcément des designers de l'espace, il y en aura toujours, et pourquoi pas d'ailleurs. Je n'imaginais pas que le métier vers lequel je m'engageais il y a longtemps m'amènerait à m'engager sur une voie qui est beaucoup plus politisée que ce que je pensais. Je n'imaginais pas ça du tout. Et j'imaginais pas ça parce que j'ai commencé à travailler pour des particuliers, que l'espace public n'était pas rentré dans le champ de mes préoccupations. Très rapidement, quand c'est devenu un sujet politique, mais aujourd'hui, étant donné la fragilité de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de la vie en général dans tous les espaces, quels qu'ils soient,
il est doublement politisé. Et on doit prendre les mesures d'une économie, qui est une nouvelle économie, pour pouvoir maintenir quelque chose dans le temps, dans le futur. Si on regarde les questions du futur, il faut changer d'économie. Changer d'économie, c'est changer complètement de politique. Alors on n'y est pas, là, tout de suite. Là, on doit absolument changer et de gouvernement, et de gouvernants, tout ça. Mais vite.